Et voilà, donc juste pour vous récapituler, l'objectif de cette réunion, c'est de vous présenter les informations importantes et les messages clés à relayer à votre communauté le soir du 8 décembre. Donc, comme vous le savez, cette année, le thème, c'est la solidarité. Donc, nous vous demandons, en tant qu'ambassadeur, le jour J, de prendre la parole pour présenter cet événement, le Worldwide Alumni Day, sa thématique, les actualités de l'école et ainsi appeler à l'engagement des alumni. Donc, on va vous présenter dans quelques minutes une présentation PowerPoint. Vous avez donc tous normalement reçu un colis qui contient donc vos bougies WAD, des flyers et des posters. Donc, le jour J, nous vous invitons à remettre à vos participants dès leur arrivée un flyer et une bougie. Si vous disposez d'un écran, on vous invite à projeter la présentation qu'on va vous présenter dans quelques minutes lors de votre prise de parole. Si vous n'avez pas d'écran à votre disposition, pas d'inquiétude. Vous avez normalement dans votre colis tous reçu la version papier de ce PowerPoint qui pourra vous servir de support donc pour votre prise de parole. Alors, je vais maintenant partager mon écran. Voilà, donc le Worldwide Alumni Day. Vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, sachez qu'à ce jour, nous avons près de 430 alumni inscrits à l'un des 21 événements proposés en France et à l'international. Donc, vous participerez donc le 8 décembre à un événement mondial en union avec les alumni du monde entier. Donc, on a plus de 50 ambassadeurs mobilisés sur ces événements et on espère atteindre donc, les 700 luminions allumés le jour J. Sachez qu'en plus des 20 événements en présentiel, nous organisons également un événement en ligne qui aura lieu donc le 8 décembre à 13h heure française. Il s'agit de l'élection du projet Solidarité 2021 des associations étudiantes. Donc, vous avez 7 étudiantes qui vont présenter un projet de solidarité et vous allez être invités en tant qu'alumni à voter pour l'un de ces projets. L'association qui recevra le plus de votes se verra attribuer une subvention de la part de notre direction. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, accessible à tous, bien sûr, et on serait ravis de pouvoir recevoir votre vote ce jour-là. N'hésitez pas non plus à en parler à votre communauté. Donc, comme vous le savez, cette année, le thème de notre Worldwide Alumni Day, c'est la solidarité. Et donc, lors de cet événement, le 8 décembre, nous souhaitons inviter les alumni à se mobiliser et à agir pour le réseau. Donc, pour cela, il y a 3 possibilités d'action: partager son temps, partager son expérience et faire un don à la fondation. Je vais à présent laisser la parole à Sandrine qui va rentrer un petit peu plus dans le détail en ce qui concerne les actions de solidarité qui sont proposées aux alumni pour le 8 décembre, mais pas que le 8 décembre, pour plus tard aussi s'ils le souhaitent. Donc, Sandrine, je te laisse la parole. Tu en as déjà dit beaucoup, mais pour compléter, oui, effectivement, depuis quelques années et encore plus ces dernières années, on a besoin du réseau. Enfin, le réseau a vraiment un rôle capital à jouer dans tout ce qui est effectivement partage d'expérience et d'expertise, investissement, j'allais dire, en termes de parcours aussi. Donc, depuis 2 ans, on travaille sur tout ce que vous nous proposiez généralement. Ponctuellement, au fur et à mesure de l'année, on recevait des mails qui nous disaient « moi, je veux bien intervenir en cours, moi, je veux bien mentorer quelqu'un ». Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses qui nous arrivaient de tous sens et qui n'étaient pas, j'allais dire, reçues dans un réceptacle commun. Donc, on travaille sur un outil actuellement à mettre en place pour justement pouvoir vous impliquer. Alors, il y a déjà des choses qui ont été ouvertes et mises en ligne sur la plateforme, puisqu'en fait, on propose à tout le monde de pouvoir compléter son profil et indiquer s'il est d'accord pour faire passer des euros d'entrée, aller dans son ancienne prépa et pouvoir en parler, devenir mentor ou tuteur d'un alumni, d'un étudiant, de quartier défavorisé. Il y a énormément de possibilités dans l'école pour que nos diplômés puissent apporter leur savoir-faire, parfois leur savoir-être aussi, et témoigner, jusqu'à témoigner en cours ou lors d'une conférence, puisque
on a dans les objectifs de l'école de pouvoir proposer 15% des heures de cours dispensées par nos diplômés. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment toujours besoin de compétences. Et c'est ce discours qu'il faudra, qu'on vous demande de faire passer aussi, parce que nous, on vous le fait passer aujourd'hui à 16 personnes. Lors de l'Alumni Camp à 50 ou 40 ambassadeurs qui sont présents. Mais on a vraiment besoin que vous soyez et que vous fassiez rayonner la grappe, entre guillemets, que vous fassiez dans vos régions respectives passer ce message qu'aujourd'hui, il est possible de faire, de s'engager dans le réseau à un niveau ou à un autre, que ce soit du temps ou que ce soit évidemment aussi avec la fondation. Je crois que c'est peut-être le slide suivant, il me semble. Donc, si vous avez des questions, oui, c'est une bonne idée. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en live. Hein. N'hésitez pas à nous les poser. C'est l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, c'est quand même vraiment qu'on élucide toutes les questions que vous pourriez vous poser ou qui pourraient vous être posées le soir même. Donc, on est là dans un vrai mode collaboratif et d'échange. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on a parlé sur le slide précédent, j'allais dire… Pardon, j'avais une petite question. Vas-y, Gaëtan. C'est pour le recrutement, en fait. C'est-à-dire qu'en Calédonie, on a une ESC et des classes prépa où on pourrait présenter en fait l'EM Lyon. Et on l'a déjà fait parce qu'on a déjà, on va dire, piloté 2 ou 3 étudiants qui sont rentrés à l'EM après, depuis la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y aurait des supports ou en tout cas un soutien pour nous aider en fait et à faire les démarches auprès des écoles pour promouvoir l'EM? La façon dont vous voulez le faire en fait, parce que on a des entreprises, on a des initiatives individuelles, mais qui sont parfois un peu désordonnées, et puis on ne sait surtout pas si ça correspond en fait à la volonté de l'école ou pas. Donc voilà, pour qu'on puisse se conformer un peu à un cadre. C'est une super question. Et en plus, c'est vrai que compte tenu sur la Nouvelle-Calédonie, qui est quand même, c'est pas évident pour l'école d'aller en Nouvelle-Calédonie visiter les prépas. Donc, c'est une super question. Et je pense que, alors, la mission d'aller voir et convaincre les prépas, c'est typiquement le programme grande école dont c'est la responsabilité, une alumna d'ailleurs qui s'appelle Elora. Je ne sais pas si tu te souviens de son nom de famille, Sandrine. Elora Beaulieu. Et Elora Beaulieu. Et donc, Elora est en charge justement, avec la patronne du programme PGE qui s'appelle Sylvie Jean, d'aller porter la bonne parole au niveau des prépas. C'est quelque chose d'important. Hein. J'anticipe un tout petit peu sur la suite de la présentation, mais j'en profite de ta question pour y répondre. En fait, l'école, pendant très longtemps, a un peu, on va se le dire entre nous, un peu négligé les prépas, en pensant que peut-être c'est un marché captif, parce qu'on avait notre classement qui faisait que de toute façon, on avait des candidats, des gens qui venaient, etc. Et aussi parce que l'école a toujours fait le choix d'une certaine diversité de recrutement entre les prépas, mais également les admissions sur titre. Et puis, ils se sont rendus compte il y a 2 ans que ce n'était pas forcément une stratégie parfaite, qu'il fallait effectivement continuer à nourrir cette cible de candidats issus des classes préparatoires et que il fallait faire notre boulot, d'expliquer qui on était, parce que sinon, potentiellement, on allait passer à côté d'un recrutement prépa. Même si on est toujours volontaire pour le diversifier avec des admissions sur titre, on veut quand même, c'est important qu'on garde quand même une part importante de prépa dans nos effectifs d'étudiants. D'autant plus que, compte tenu de la guerre qu'il peut y avoir entre les écoles, hein, il ne faut pas se le cacher, un élève de prépa qui a l'EM et une autre école de niveau presque similaire, s'il a rencontré l'autre école et pas l'EM, il peut décider de choisir l'autre école parce qu'il n'a pas forcément des infos et donc pour lui, il ne sait pas ce que c'est que notre école. Donc, du coup, c'est devenu vraiment important pour repartir, prêcher la bonne parole, montrer qui on est, montrer toutes les belles choses qu'on fait à l'école pour convaincre les élèves de prépa de passer le concours, mais surtout, le moment venu, quand ils auront le choix,
de choisir le M Lyon plutôt que le SCP ou plutôt que l'EDEC, hein, puisque c'est les 2 écoles qui sont, entre guillemets, autour de nous. Donc, du coup, ce travail des prépas, c'est vraiment important. Et du coup, on va demander à Elora de prendre contact avec toi ou de t'envoyer des supports pour que tu puisses effectivement faire ce travail un peu par procuration de cette équipe. Et en plus, ça tombe bien parce que justement, on veut de plus en plus mettre en avant les alumni devant les prépas pour qu'ils voient un peu les parcours de nos alumni, qu'ils comprennent bien quel type d'école on est, avec des profils très entrepreneurs notamment, mais pas que. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, on va te mettre en contact avec Elora. C'est très bien, bonne idée. Alors, c'est vrai C'est parfait, que merci. on parlait de faire passer des jurys. Les jurys des oraux, ils ont de plus en plus tendance à… Et alors, ça se passe sur un mois. Il y a 3000 étudiants pratiquement qui passent des oraux. C'est énorme. Justement, je parle des oraux du programme Grande École. Ils ont toujours besoin de diplômés qui peuvent éventuellement, alors, soit être présents physiquement, et soit être en visio. Je pense que les prochaines sessions, il y aura peut-être du visio. Il y a de toute façon des jurys en visio qui se font souvent dans l'année. C'est celles qui concernent les étudiants à préparer pour les oraux. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Et ça se passe en visio. Ce sont souvent des étudiants de quartiers ou de quartiers, je vais dire, défavorisés et d'étudiants qui ont vraiment besoin parce que leur milieu social ne leur permet pas aussi d'être accompagnés sur des entretiens d'oraux de grandes écoles. Donc nous, notre responsabilité, j'allais dire, en tant que diplômés, c'est de les aider et de leur expliquer comment ça va se passer et de les amener jusqu'à ce qu'ils puissent faire passer des concours et des oraux surtout, parce que les oraux, c'est pas facile. Ils ont souvent des capacités à l'écrit qui sont très bonnes parce qu'ils sont en prépa, mais ils ont pas toujours j'allais dire la capacité à s'exprimer dans un oral de manière synthétique, cohérente et de faire passer leurs ambitions, leurs projets. Ils n'ont Ça, pas toujours c'est les vraiment des codes, ils choses n'ont pas toujours super les qui sont… clés. Pardon, Sandrine. Non, pardon, Marc, vas-y. Non, ils n'ont pas toujours les codes ni les clés pour passer ces oraux. C'est ça, il faut leur donner les clés. Après, c'est à eux de savoir les utiliser, quoi. Et alors, ça ne se fait pas forcément j'allais dire, en one-to-one. Souvent, c'est des binômes de diplômés étudiants en face, en Zoom, d'un jeune postulant aux grandes écoles. Donc, n'ayez pas de crainte, ça se passe super bien et c'est vraiment très, très, très convivial. Moi, j'ai accompagné une jeune qui s'appelait Alexandra, une petite jeune femme turque de l'Ain, et qui a fini par rentrer dans une grande école. Donc, c'est une grande fierté d'avoir pu accompagner cette jeune femme qui venait vraiment d'un milieu, d'un milieu qui n'était pas forcément ceux qu'on a l'habitude de voir dans nos écoles. Je reviens, pour passer au slide 4, pour ne pas perdre non plus trop de temps. On a fait un don à la Fondation. C'est effectivement un appel à dons, hein, simplement. La Fondation OM Lyon existe depuis très longtemps. Elle a pour vocation de favoriser l'égalité des chances, la diversité, l'ouverture sociale. C'est un petit peu le lien avec ce que je viens de dire. Marc en parlera peut-être un petit peu plus loin. Et il y a eu l'année dernière avec la pandémie un appel à fonds d'urgence parce qu'on avait des étudiants qui étaient coincés en France sans pouvoir, je veux dire, alors que leur famille et toute leur repère était à l'autre bout de la planète, ils ne pouvaient pas travailler et ils avaient vraiment besoin, le fonds d'urgence a vraiment servi à des étudiants qui avaient des problèmes financiers et parfois aussi psychologiques. Hein, c'était un petit peu compliqué. Néanmoins, voilà pourquoi l'engagement aujourd'hui, alors qu'il soit financier, qu'il soit en temps, qu'il soit en expertise, c'est toujours vraiment, et c'est l'objet de cet événement en particularité. Le Worldwide Alumni Day, il est basé sur l'engagement et la solidarité dans le réseau et dans l'école et au-delà presque, on pourrait dire dans le monde, mais c'est un peu ambitieux. Donc, on est resté déjà au niveau de notre écosystème. Et voilà, toutes ces formes d'engagement sont importantes. Et parallèlement, nous sommes devenus une société à mission, dont Marc va parler dans les slides suivants. Et on s'est donné donc l'ambition d'accueillir 30% d'élèves boursiers d'ici à 2025.
Donc, ces élèves boursiers, il va bien falloir les accompagner dans le paiement de leurs études. D'où, je vais dire, une redynamisation de la fondation. Merci Voilà, si vous beaucoup. avez des questions, vous pouvez en poser. Sinon, on peut passer à la suite. Question, quand tu dis qu'il y a 30% d'élèves boursiers, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'étudiants au global, ou ça veut dire finalement qu'il va y avoir… Enfin, comment ça va se passer en fait? Parce que ceux qui ne sont pas boursiers en fait vont devenir, je ne vais pas dire minoritaires loin de là, mais comment ça va se passer? Non, donc on va pas. Alors déjà, sur le programme PGE, en tout cas, la croissance des effectifs va s'arrêter. C'est arrêté. Donc maintenant, les effectifs sont stabilisés. Il n'est plus question de continuer à augmenter les promotions. Elles sont déjà très conséquentes. On va peut-être même les réduire un tout petit peu, mais pas de manière sensible, hein. Mais l'idée, c'est de ne pas dépasser les tailles de promo qu'on a aujourd'hui. Et donc, et je parle bien pour le programme PGE, c'est-à-dire que l'école a la volonté d'augmenter malgré tout son impact, etc. Mais ça se fera à travers la création de nouveaux programmes, de masters, etc. Il y a le BBA qui se développe aussi, mais le programme PGE, lui, n'a pas vocation à continuer à croître. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir sur une promotion 20% d'élèves qui sont boursiers, on va s'arranger pour qu'on soit suffisamment attractif et facilitant pour qu'il y ait une plus grande proportion de boursiers. 30%, ça reste raisonnable. Les non-boursiers resteront majoritaires, hein, mais les 30%, ça fait un équilibre. Alors, boursier, c'est large aussi, hein, c'est-à-dire c'est les boursiers du Crous, et donc c'est les bourses officielles du Crous, donc de l'État en fait, hein, si je devais schématiser ou simplifier. Et les bourses, en fait, les boursiers niveau 1, les boursiers niveau 2, comme ça jusqu'à niveau 7. Le niveau 7, c'est le niveau dramatique. C'est les gens c'est les familles qui ont 5 000 € pour vivre par an. Mais il y a d'autres niveaux. Et donc, finalement, ouvrir aux élèves boursiers, c'est ouvrir à une catégorie pour qui ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément que des niveaux 7, hein, mais c'est ouvrir à des étudiants qui ont plus, qui apportent finalement une différence, un regard, un point de vue qui est différent. Donc ça va en faveur à la fois de l'égalité des chances et de la diversité. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Olivier. Tout à fait, j'aime beaucoup cette notion d'égalité des chances. En fait, on augmente, ce n'est pas juste une stratégie marketing ou quoi que ce soit, mais c'est pour justement avoir la diversité. Et je trouve que c'est tout à fait dans l'air du temps. Et j'aime beaucoup l'explication que tu as apportée, que je n'avais pas compris dans un premier sens. Donc, c'est tout à fait dans la stratégie de l'école de vouloir ouvrir justement sur de nouvelles populations. Donc, merci. Super. C'est vraiment important qu'on le comprenne tous parce que c'est vraiment la conviction très, très forte d'Isabelle en particulier, hein. Donc, tant mieux si ce message peut passer. Du coup, c'est moi qui enchaîne. Il y a d'autres questions, non? Oui. J'aimerais aller dans le sens d'Olivier et de sa question. Comment se fait l'arbitrage entre les étudiants qui ont la capacité de rentrer dans l'école et ceux qui et du coup entre les boursiers et les non-boursiers? Ce que je veux dire, c'est que la diversité, l'égalité des chances, c'est vraiment des notions qui sont nobles et on a tous à cœur de les promouvoir. En revanche, moi, j'ai une très, très grosse crainte, et elle est partagée par de nombreux ambassadeurs et anciens, c'est de rogner sur les notions d'excellence pour justement… au profit de ces notions d'accueil et de diversité. Ouais. Et moi, j'aimerais bien être rassuré sur le fait qu'on est d'abord une école de formation qui nous engage et qui veulent créer des entrepreneurs dans la cité, hein, responsables et surtout très, très bien formés, et qu'en plus, on ouvre notre esprit et on essaye de diversifier à fond le profil des gens qui viennent. Mais de là à dire que parce qu'il est boursier, on va ouvrir davantage et il aura la place de quelqu'un qui a peut-être des meilleurs résultats mais qui n'était pas boursier, là je m'oppose fondamentalement. Donc j'aimerais bien savoir comment vous faites cet arbitrage. Ouais, je vais te répondre, c'est très simple.
Alors, je vais d'abord te répondre pour le programme PGE, parce qu'après, il y a d'autres programmes, notamment celui de la toile, qui lui est un petit peu différent, parce que lui, il va effectivement privilégier des gens sur des critères sociaux. Mais pour le programme PGE et pour l'essentiel des programmes, mais c'est, si tu veux, le seul critère d'admission aujourd'hui, c'est le classement au concours à l'issue de l'écrit et ensuite de l'oral. Et il n'y a pas de critère social dans la sélection. Donc, en revanche, et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination positive, en fait, pour être très clair. Je ne voulais pas le mentionner, mais c'était exactement mon point. Merci. D'accord. Et en revanche, aujourd'hui, on sait qu'il y a une autocensure. C'est-à-dire que quelqu'un d'un milieu social défavorisé qui prend connaissance des frais de scolarité, par exemple, il va dire, bon, ben, moi, ça, c'est juste pas possible, je ne vais pas y arriver. Donc, soit je ne me présente pas au concours, comme ça, le problème est réglé, hein, je ne me poserai pas la question difficile le moment venu. Soit je me présente au concours, mais en fait, ben, je fais le parcours, etc. Et puis, je suis admis, mais en fait, je suis admis, mais comme je ne peux pas obtenir un financement, quel qu'il soit, eh ben, je démissionne. Et je vais soit dans une école moins chère, soit je renonce littéralement à mon parcours. Et c'est ça qu'on veut adresser prioritairement. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est le contraire de ce que tu expliquais. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le mec, il démissionne. Du coup, il y a un gars qui va prendre sa place, qui lui est un gars qui a les moyens. Et du coup, l'école fait de la reproduction sociale, du clonage social, du clonage d'une élite sociale, d'une certaine manière. Et ça, c'est un mec qui est moins bon en plus. C'est ça, voilà, avec un mec qui est moins bon. Tout à fait, ouais. Et donc, on veut s'assurer que, et on pense qu'il y a un potentiel, les 30%, ce n'est pas par hasard, on pense que 30%, c'est une juste représentation de la société, en fait. Hein. Et du coup, on se dit, ben, on ne veut qu'absolument personne démissionne de l'EM Lyon alors qu'il a le niveau, et il est même meilleur que d'autres, mais simplement, il a démissionné, et du coup, c'est un mec moins bon qui a pris sa place. Donc, c'est pour ça cette action. Et après, on va y revenir, mais ça, c'est l'action. Et ensuite, c'est donner les clés, hein, à ces étudiants-là pour les aider aussi, parce qu'on sait aussi que quand tu viens d'un milieu social, tu n'as pas tous les codes, même si tu es arrivé à rentrer, tu n'as pas tous les codes, et donc il faut les accompagner dans leur scolarité pour progressivement leur donner un certain nombre de codes pour qu'ils sachent évoluer dans le monde des entreprises et d'une certaine forme d'élite sociale, en fait. Ça répond à ta question ? Oui, oui, totalement. Et ça reboucle également avec ce qu'on disait juste précédemment. Et c'est tout l'intérêt de la démarche vers les classes préparatoires et au plus tôt dans le cursus de formation des étudiants. C'est-à-dire que si on est visible et si on donne cette coloration, on va entraîner les meilleurs d'entre eux à être motivés pour nous rejoindre. Et c'est exactement l'objectif, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce que même les banques de concours sont payantes et aujourd'hui, il y a des étudiants qui arrivent, qui renoncent, comme tu l'expliquais, à s'inscrire aux banques pour juste passer les concours. Et ça, il faut évidemment lutter contre ça et aider ces gens. C'est ça. Alors, et du coup, si je puis me permettre, et si j'ai bien compris le propos, c'est délicat de se fixer un pourcentage en objectif. C'est une cible, ouais, c'est une cible. Parce que du coup, on n'est même pas sûr que 30% nécessite une aide et peut-être c'est moins, donc c'est complètement aléatoire ce chiffre. En fait, c'est de se dire, on suit cet indicateur, on sait qu'a priori c'est la bonne cible. Maintenant, on ne va pas s'obliger à faire 30% d'élèves boursiers une année sous prétexte qu'on n'est qu'à 28% ou qu'à 25%. Aujourd'hui, on est à 20%. Et on sait que 30%, c'est probablement la bonne cible, mais c'est plus un indicateur révélateur d'un positionnement qu'une cible qu'on va s'astreindre à atteindre année après année, quoi. Merci beaucoup, Marc.
super. Donc, du coup, j'enchaîne sur donc Isabelle, quand elle est arrivée, en fait, elle a dû repartir presque de zéro. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais donc elle a été nommée et elle a tout reconstruit. C'est-à-dire qu'elle a commencé par reconstruire un directoire autour d'elle. Il n'y a aucun membre du directoire actuel qui était dans la gouvernance de l'école avant son arrivée, en fait. Donc, ça commence par là. Et la bonne nouvelle, elle n'a pas complètement fait exprès, mais c'est qu'il y a quand même 3 alumni de l'EM Lyon dans ce directoire. C'est la première fois. Donc, d'une part, on a une présidente du directoire qui est une alumna. Déjà, ça, c'est pas arrivé très souvent. En plus, c'est une femme. Ça, c'est quand même une nouveauté à noter, quoi. C'est quand même bien. Donc, une femme, une alumna, et elle s'entoure d'alumni autour d'elle dans son directoire, parce qu'il n'y en a que 2 qui ne sont pas alumni. Ce n'est pas une tare de ne pas être alumni, hein, évidemment, mais voilà, ils sont 3. Il y a Tessa Melconian, qui est doyenne de la faculté, qui est une jeune prof, entre guillemets, et donc qui est maintenant la chef des profs, d'une certaine manière, et qui est membre du directoire. Il y a Bruno Talent, qui est de ma promo, et qui, après une carrière dans la com et dans la pub, a rejoint l'école pour l'aider à asseoir son positionnement marketing et sa communication. Et puis, il y a Isabelle elle-même. Puis, les 2 autres membres du directoire, c'est Nicolas Péjou, qui lui a fait Sciences Po, mais ce n'est pas grave, on ne lui en veut pas. Et la doyenne des programmes, qui s'appelle Annabelle Mauve-Bonnefous, qui, elle, a fait un petit bout d'HEC. Je ne connais pas toute sa formation, mais enfin, elle a fait notamment une formation complémentaire à HEC. Donc, un directoire malgré tout diversifié, mais avec des alumni, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, Isabelle a hérité d'une stratégie qui avait commencé à être mise en place par Bernard Beltante notamment, mais elle y a mis sa patte et c'est elle justement qui a mis en avant tout ce volet engagement social et environnemental, parce que pour elle, c'est absolument fondamental que les décideurs de demain soient sensibilisés à ces problématiques-là. Et donc, elle l'a mis au cœur du programme et elle en a fait des éléments incontournables de la formation. Bon, bien sûr, le réseau international, et là, je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer. Elle a remis en avant l'excellence académique pour aller trouver des bons profs, avec son pendant, et on en parlera tout à l'heure, des témoignages d'alumni. Et puis, alors, je voudrais revenir très rapidement, parce que Sandrine me fait signe que le temps passe. Donc, nos 5 valeurs qu'elle a mis en avant. L'exigence, et c'est pour rebondir sur ton point de tout à l'heure sur le fait qu'on voulait vraiment promouvoir l'excellence. En même temps, l'exigence, c'est bien, mais l'intégrité, c'est encore plus important. On sait que dans le monde des affaires, si on n'est pas intègre, ça nous saute à la figure. Et donc, l'intégrité doit être un élément absolument fondamental. Moi, j'ai jamais, dans mon cursus à l'époque, on ne nous a jamais dit d'être malhonnête, mais on ne nous a jamais dit que l'éthique et l'intégrité étaient des éléments absolument essentiels de la gestion de notre carrière. Et je trouve que c'est bien de remettre en avant cette notion-là dans les valeurs de l'école. Bon, la diversité, on en a parlé, mais là aussi, c'est parfait. La solidarité, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais la responsabilité, cette valeur de responsabilité à la fois sociale, environnementale, c'est-à-dire qu'on est responsable vis-à-vis du monde économique, vis-à-vis de l'économie. On a une responsabilité, on a un impact, et c'est important qu'en tant que décideur, on soit conscient de cette responsabilité, y compris sur des grands sujets comme la planète. Donc voilà un peu ce que met en avant dans son plan stratégique Isabelle. Bon, alors ça, ma modestie m'interdit de trop en parler, mais donc cette nouvelle direction Advancement and Alumni Relations qui a en fait, c'est la direction du réseau alumni telle qu'elle existait avant, qui s'appelait Forever, qui a eu plusieurs noms. Simplement, Isabelle a rajouté 2 notions qui se cachent derrière le mot advancement, qui est parfois un peu compliqué à décoder. Et la notion d'advancement, c'est cette notion de fundraising. Et donc, pour la première fois, en fait, on a aussi un vrai impact et la main sur un certain nombre d'éléments de la fondation. C'est pas nous qui avons la main sur la distribution des bourses de la fondation. En revanche, la direction des alumni a aussi cette mission de favoriser la collecte de dons pour la fondation. Donc, la partie un peu commerciale de la fondation est maintenant dans notre champ. Et puis, le dernier élément qui est nouveau, c'est de dire on veut que les alumni soient
partenaires sur le long terme de l'école. On veut qu'ils deviennent des sociétaires et non pas des actionnaires de l'école. Et c'est un programme qui était prévu avant, qu'on a dû repousser pour un certain nombre de raisons, mais cette idée de dire que les alumni, un peu comme peut être sociétaire de sa mutuelle d'assurance, eh bien, ils sont des sociétaires de leur école et un peu les garants d'un certain nombre de valeurs éducatives, sociétales, diversité, etc., les fameux 5 valeurs qu'on aura peut-être plus de facilité à défendre qu'un actionnaire investisseur qui n'est peut-être pas forcément là pour tout le temps. Alors que nous, on est là potentiellement pour la vie, quoi. Et justement, Marc, pardon de t'interrompre une nouvelle fois, Aurélien. Je me permets de rebondir tout de suite sur ce point parce qu'on va avoir beaucoup de questions sur ce sujet. On avait amorcé un début de campagne pour l'actionnariat des diplômés au sein de l'EM. On n'en a plus entendu parler. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi ça a switché et qu'est-ce qu'on propose maintenant? Ouais. Alors, pour être très clair, ce n'est pas un sujet facile, mais c'est un sujet qui est mal parti. Alors, mal parti, pas parce qu'il a été mal géré, mais peut-être parce qu'il a été déformé, peu importe. On ne va pas aller chercher les responsabilités des uns ou des autres, mais c'est un projet qui a été vu vraiment comme un projet capitalistique. Alors, ce qu'il est, hein, parce que c'est un apport de capital à l'école, hein, donc c'est pas, on ne peut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, ça reste un projet capitalistique, mais c'est avant tout un projet qui est stratégique parce qu'il est là pour montrer le soutien des alumni auprès de leur école et donc pour exprimer ce soutien. Alors, ce projet, les conditions n'étaient plus réunies. Il y avait des points qui devaient être encore tranchés, des options un peu structurantes sur la représentation des alumni au conseil de surveillance. C'était normal que, bien sûr, l'ADEME soit représente les alumni au conseil de surveillance. C'était normal aussi que les actionnaires alumni soient représentés au conseil de surveillance. Et donc, il y avait un certain nombre de décisions qui ont fait le buzz à un moment sur le sujet de la représentation, de la double représentation des alumni. Et ces sujets-là sont en train d'être résolus dans le bon sens du terme, c'est-à-dire effectivement, il n'y a pas les actionnaires qui vont prendre la place de l'ADEME et il n'y a pas l'ADEME qui va empêcher les actionnaires de prendre sa place. C'est vraiment une double représentation, mais tout ça, c'est encore en train de se décider. Et tant qu'on n'aura pas clarifié de manière extrêmement précise le sujet, ce n'est pas la peine de lancer cette initiative parce que on a besoin de clarté, on a besoin de transparence. Et puis, le moment le positionnement, c'était un peu mal barré. Il y a des gens qui ont cru que cette opération était une opération spéculative et que potentiellement, il y avait un potentiel d'enrichissement pour les gens qui allaient devenir sociétaires de l'école ou à l'époque actionnaires de l'école. Et on ne peut pas exclure un petit enrichissement, mais franchement, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est soutenir notre école, mais la soutenir d'une manière différente que celle d'être pur donateur. Et les deux ne s'opposent pas. Moi, je pense que si j'étais actionnaire de l'école, ce que je ne suis pas, peut-être que j'aurais encore plus envie de donner à l'école, indépendamment du fait d'être actionnaire. Les deux ne s'opposent pas. Et si je suis actionnaire de l'école, ce n'est pas dans un but de faire faire le jackpot ou la culbute 5 ans après ou 10 ans après, si l'école se développe, parce que l'école n'a pas vocation à ça. Donc, tant que ce sujet-là n'a pas été clarifié, là j'essaie de le clarifier un peu avec vous, tant que ce sujet-là n'a pas été clarifié, il faut mettre ce projet en stand-by. Et c'est ce qu'on a fait. On a mis ce projet en stand-by pour bien clarifier les choses, bien expliquer le rôle des alumni et expliquer un peu les règles de fonctionnement, la gouvernance, l'impact que ça va avoir sur la gouvernance de l'école. Et moi, je vais vous dire mon vœu caché, pas complètement secret si je commence à vous en parler, mais c'est de dire que en fait, les alumni réussissent cette entrée dans le capital de leur école en tant que sociétaire et que du coup, ce n'est pas qu'ils puissent sortir en faisant la culbute, c'est que en fait, l'opération soit un tel succès que progressivement, ils montent au capital de l'école qui peut-être demain, et là je rêve à haute voix, ils deviennent potentiellement, ils prennent progressivement la place des fonds d'investissement qui sont aujourd'hui actionnaires de l'école. Et ça, c'est mon rêve.
Voilà, donc ce n'est pas du tout une vision spéculative, c'est de dire les alumni sont propriétaires de l'école. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils se sentent propriétaires de leur école, hein. Quand tu parles avec des gens comme toi, hein, tu sens bien que tu te sens un peu propriétaire de l'école puisque tu es à cœur que l'école reste quand même exigeante sur sa formation, qu'elle mette en place les bons mécanismes. On se sent tous là autour de ce call, on se sent un peu propriétaire de notre école. Eh ben, si on peut le matérialiser dans une logique de soutien, ce serait top, quoi. C'est exactement ça, merci. Et tu as une idée du délai? Ouais, on voudrait essayer de faire ça en 2022 quand même, parce que c'est les 150 ans de l'école et donc ça a une dimension symbolique forte. Mais c'est chaud, hein, c'est chaud. Mais je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Très bien. Merci. Je t'en prie. Alors, on a parlé de la fondation et Sandrine l'a super bien dit. Donc, vraiment, le point nouveau, c'est que la fondation, avant, elle collectait des dons pour l'aide sociale, mais aussi pour les nouveaux campus, pour les chaires de recherche, etc. Donc, ça crée une certaine ambiguïté, surtout dans une logique où l'école est devenue une société et il y a des fonds d'investissement. Et donc, quand tu donnes pour le nouveau campus, tu ne sais pas très bien si tu donnes pour les étudiants ou si tu donnes pour les actionnaires. Donc, ça pouvait créer un flou, etc. Et donc, on a décidé, et j'ai vraiment poussé là-dessus, et avec Philippe, le nouveau président, pour dire que désormais, la fondation, elle est absolument dédiée à l'égalité des chances. Et donc, elle ne va pas alimenter l'argent qui arrive à la fondation, elle ne va pas alimenter, donner plus d'argent aux investisseurs de l'école. Il va permettre, à ce qu'on disait tout à l'heure, à quelqu'un de bon, mais qui n'aurait peut-être pas eu les moyens d'aller à l'école, d'aller quand même à l'école. Donc, en fait, on donne de l'argent aux gens pour leur permettre de faire l'école. Et donc, on a ce nouveau président qui est un gars super, qui est de la promo 86, qui s'appelle Philippe Locanas, avec qui j'ai des calls toutes les semaines, alors qu'il est patron d'un fonds. C'est un financier, lui. Hein. Et il est patron d'un fonds, mais il arrive toujours à dégager une heure pour me parler toutes les semaines. Et on est en train d'essayer de dynamiser cette fondation, et c'est vraiment important. Et le dernier truc qu'il est en train d'essayer de monter, c'est de créer un petit fonds en fait, qui serve de caution, parce qu'il y a plein d'étudiants qui ne peuvent pas obtenir de prêts parce que leur environnement ne leur permet pas de trouver des cautions. Et donc, on créerait, en plus des bourses complémentaires de frais de vie, etc., on pourrait créer un fonds qui permettrait de cautionner les prêts des étudiants. Et qui permettrait aussi aux étudiants de se responsabiliser en prenant des prêts, hein, c'est important aussi. Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors, il y a un témoignage d'une boursière que j'aime beaucoup, que je connais, avec qui je travaille d'ailleurs, qui en l'occurrence est rédactrice en chef de la revue des étudiants. Je vous laisse lire le témoignage, mais elle fait des tas de petits boulots, elle est super dynamique, elle fait de l'associatif, elle est serveuse dans un restaurant japonais parce qu'il faut qu'elle arrive à vivre, etc. Et en fait, quand on arrive à donner via la fondation à ces étudiants, qui sont par ailleurs boursiers du Crous, mais on donne en plus de la bourse du Crous, on donne de l'argent pour ne serait-ce que les frais de vie, pour lui éviter de passer tout son temps à faire des boulots de serveuse ou de boulots de je ne sais pas quoi, dans des restos, etc. Surtout dans une période où c'est compliqué avec le Covid, qui fait que les restos peuvent fermer, etc. Donc, c'est à ça que ça sert. Et donc, du coup, moi, je trouve ce témoignage vraiment intéressant de la part de Carole. C'est une super candidate. Sur l'école, toujours, donc société à mission, voilà, l'école a dû, pour favoriser son développement, changer de statut, passer du statut associatif à un statut de société pour pouvoir attirer des capitaux. Mais ce n'est pas n'importe quelle société, c'est une société à mission, c'est un statut, c'est un label, si vous voulez, qu'il faut mériter, et donc qui est suivi, contrôlé, etc. Et on peut perdre ce label si on ne fait pas ce qu'on dit. Et donc, c'est suivi, etc., par un comité de mission. Donc, la mission, elle est là. Les alumni ont été mis à contribution et ont fortement contribué à affiner et à améliorer cette raison d'être qui est là, former et accompagner tout au long de leur vie des personnes éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et respectueuse de la planète. C'est donc ça la mission. Si on ne retient que ça, à chaque décision que prend l'école, il faut qu'à un moment, ce soit cohérent avec cette raison d'être. Et donc, je trouve que c'est bien d'avoir cette raison d'être, et c'est rassurant sur sa vocation pédagogique, évidemment.
On va continuer à passer parce que le temps passe. On a parlé de Valérie tout à l'heure, qui est née en Nouvelle-Calédonie. Donc, elle a pris les rênes de l'association des diplômés il y a moins d'un an maintenant. Elle l'a prise en avril. Et vraiment, elle fait bouger les choses, elle fait bouger les lignes. Elle a mis en place un groupe de travail pour justement avoir aussi notre propre raison d'être, que vous voyez là et que vous pouvez lire. Et elle est vraiment dans une logique d'être à la fois un challenger, mais vraiment un partenaire de l'école pour aider l'école dans ce parcours qu'elle a. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec elle aussi et j'ai des calls avec elle toutes les semaines aussi. Donc, c'est top. Alors, Sandrine en a parlé, donc des actions de solidarité, donc partager son temps. C'est important parce que cette idée de partager son temps, une expérience qui a été esquissée par Sandrine, c'est l'école, pendant très longtemps, pour des raisons de ranking, de classement, etc., était obligée c'était une bonne chose d'avoir des profs super diplômés, etc., des chercheurs, et c'est une garantie de l'excellence pédagogique de l'école. Mais il ne faut pas oublier que concrètement, ça forme à des métiers de terrain qui sont les nôtres. Et donc, le fait d'arriver à avoir des alumni qui viennent témoigner de leur expérience dans des cours pour faire, non pas le pendant, mais pour illustrer des cours qui sont théoriques et raconter finalement leur histoire de guerre dans leurs entreprises, etc., c'est absolument essentiel pour la qualité de l'enseignement. Et donc, c'est aussi ça, une forme de solidarité. Mais alors, les gens qui font ça sont payés, sont dédommagés pour leur temps, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que ce soit une forme de contribution tout au long de notre vie à l'enseignement de l'école à travers nos expériences, quelles qu'elles soient, et qui sont très, très diverses, quoi. Donc, c'est aussi ça, les actions de solidarité vis-à-vis de l'école, c'est partager son temps, mentorer, etc., puis faire un don. Et pour la petite histoire, pour donner du moral à tout le monde, 2021, depuis la suppression de l'ISF qui a un peu marqué une décroissance forte des dons à la Fondation, on a relancé cette dynamique et donc on va probablement doubler nos dons par rapport à 2020. Donc merci à tous ceux qui contribuent à ça. Et donc, ça va être la meilleure année de collecte de dons 2021 depuis la suppression de l'ISF. Donc, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle, ça prouve que la dynamique est en marche et que ça fonctionne. Alors, pour aider l'école, il y a plein de choses à faire, mais la première chose, c'est de vous faire connaître. Ce n'est pas toujours évident. Et pour vous faire connaître, en fait, sur la plateforme, on peut il y a une rubrique qui s'appelle À propos, je crois. Et donc, vous pouvez dire si vous voulez donner des cours, faites-le parce que derrière, ça nous permet de vous contacter, ça nous permet de faire le lien avec la faculté pour qu'eux puissent vous contacter sur les cours qui vous intéressent. Donc, faites-vous connaître sur tous les sujets sur lesquels on peut potentiellement vous solliciter. Abonnez-vous évidemment au groupe LinkedIn. On est 10 000. Il n'y a pas si longtemps, le groupe LinkedIn, on était moins nombreux qu'un groupe LinkedIn officieux et parallèle, même s'ils avaient plein de bonnes intentions. Et là, depuis quelques années, ce groupe a grandi et maintenant, on est plus de 10 000, c'est bien. 10 000, c'est bien parce que c'est un bon chiffre par rapport à la taille de notre réseau. On peut aller plus loin, mais c'est super. Donc, abonnez-vous et encouragez les gens, bien sûr. C'est ça qu'il faut leur dire, à s'y abonner. Donc, voilà. Et du coup, j'ai réussi jusqu'au bout. On passe Marc, excuse-moi de t'interrompre. On a deux petites slides. Donc, comme vous le voyez, là, on a la slide des questions et ensuite, on a deux slides qui sont optionnels, entre guillemets, qui sont, voilà, c'est à vous de voir, ambassadeur, si vous trouvez que c'est pertinent de mentionner ces deux slides. Donc, la première parle du campus. Ouais, donc le nouveau campus, c'est 2024 en fait, ça sera début 2024 qui va ouvrir. Ce n'est pas un campus qui va augmenter significativement la taille de nos locaux, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se recentrer au cœur de Lyon, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les étudiants ne viennent pas forcément tout le temps sur le campus, parce que c'est compliqué d'y venir. Il faut venir en bus, voilà, ce n'est pas toujours évident. En plus, il y a pas mal d'embouteillages aujourd'hui entre Écully et Lyon. Et donc, avoir un nouveau campus au cœur de Lyon, puisque l'école porte le nom de la ville,
C'est vraiment important dans un quartier à proximité de la ligne de métro qui va à la Pardieu, etc. Tout ça, ça va vraiment dans le sens d'une meilleure intégration de l'école à son écosystème, que ce soit urbain ou économique. Et c'est un super projet. Qui va permettre de continuer à ouvrir cette école, en fait. Et où on pourra, nous-mêmes, en tant qu'alumni, on aura notre place, évidemment. Donc, un lieu de rencontre et de recherche. Puis donc, un petit point sur le nouveau campus de Bombay. On avait fait une première expérience à Bombay, en Inde, pardon, à Bhubaneswar. Et avec Xavier College, qui est en fait une université jésuite en Inde, qui est très, très connue. Et donc, en partenariat avec Xavier College, on a ouvert un deuxième campus à Bombay. Et c'est très important que l'école soit présente sur ce marché. Vous connaissez le dynamisme de l'Inde aujourd'hui sur le plan économique. C'est important d'être sur ce marché-là, de créer cette diversité aussi avec des étudiants indiens qui vont venir sur nos campus et nous qui pourrons aller sur les campus d'Inde. Parce qu'aujourd'hui, former quelqu'un en management, s'il ne sait pas comment fonctionne l'Inde ou s'il n'a pas mis les pieds en Inde, c'est presque une contradiction, un contresens. Donc voilà, c'est un peu le sens de notre développement en Inde. Et ça marche bien grâce à un de nos alumni d'ailleurs, Ashley Fernandez, qui nous aide beaucoup sur le développement de notre activité en Inde. Donc, deuxième campus en Inde. Et voilà. Je suis évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous les avez posées au fil de l'eau, mais je suis là pour y répondre, évidemment. Est-ce que vous avez des questions ou ça vous paraît clair? Je vous ai peut-être un peu saoulé là sur la fin parce que je suis allé pas très vite, je suis désolé. Mais j'avais la pression du temps. Je vais juste, du coup, je reprends la main plus sur les aspects, on va dire, logistiques et organisationnels. Donc, j'ai fait une petite slide résumée. Et donc, à vous tous, ambassadeurs, ce que je vous invite à faire le 8 décembre, donc c'est à l'arrivée des participants, donc distribuer les bougies et les flyers, faire votre petite prise de parole avec la projection de ce PowerPoint ou non. Si vous le pouvez, c'est mieux, mais sinon, vous avez la version papier pour vous aider. N'oubliez pas de prendre des photos de votre groupe avec vos photos allumées et de les partager sur LinkedIn, sur les autres réseaux sociaux aussi si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que LinkedIn est le réseau social qu'on utilise le plus, avec le hashtag WAD, donc WWAD21, qui nous permettra de retrouver facilement vos photos et de les republier dans notre newsletter qui sera adressée à l'ensemble des diplômés 2 jours après le WAD, le 10 décembre. Donc vraiment, si on peut avoir vos photos le 8 ou le 9 en fonction de votre fuseau horaire, ce serait super. Et donc, parler des actions de solidarité qui viennent d'être évoquées par Marc et Sandrine. Vous avez les petits flyers qui seront là aussi pour vous aider, qui récapitulent l'ensemble de ces actions et inciter les alumni donc, à prendre des actions. Nous, on est bien sûr là pour répondre à toutes vos questions. Si les alumni ont des problèmes de connexion à la plateforme, s'ils ne savent pas où trouver les infos, n'hésitez pas à les renvoyer vers l'adresse mail de contact. Et puis, incitez-les aussi à poster leurs photos sur les réseaux sociaux. Au plus on en a, au plus on pourra faire rayonner l'école et nos actions de solidarité. Merci Floriane. Je me permets juste une petite aparté aussi en complément. C'est vrai que faites un petit peu attention, il va y avoir les gens qui vont arriver, qui vont discuter. Si vous voulez faire votre prise de parole, n'attendez pas d'être à table au milieu d'un repas où tout le monde fait ses couverts, enfin trinque, discute entre eux et où il y a des bruits de couverts parce que ça sera plus possible. Donc c'est vrai, essayez de trouver un moment opportun, alors soit au début, soit à la fin, pour avoir justement un temps où les gens sont quand même attentifs. Alors, à la fin, c'est délicat, parce qu'il y a des gens qui doivent partir avant pour des raisons de babysitter, on s'aperçoit que chacun a ses petites contraintes, mais bon, essayez de caler ces 20 minutes de parole, parce que sinon, le message, le contenu de cet événement perdra de son sens, donc c'est assez important. Et là, je vais faire ma petite casquette financière aussi. Faites attention avec ce que les gens ne consomment pas. Je ne sais pas tous les formats sont différents. Il y en a vraiment beaucoup. On l'a vu avec Floriane. Faites attention à ce que les gens ne consomment pas aux frais de M Lyon directement au bar ou au bar du restaurant, etc. On a vu tout. Donc,
ça ne sera pas pris en charge. Donc, il faut leur dire à l'avance et ne pas se trouver devant le fait accompli. Surtout qu'il y en a certains d'entre vous qui payeront, je sais, directement le restaurateur. Ce n'est pas des trucs très, très drôles à dire, mais mine de rien, c'est du complètement pratique, pragmatique, que j'ai déjà vécu. Donc, juste un petit attention à ça. Peut-être les prévenir, voilà, qu'il y a un repas, mais que les consommations sont à la charge de chacun, et ça se dit tout à fait fort. Tout à fait. Ouais, sinon après, ça fait des situations compliquées, tout le monde est emmerdé, Ouais. et après, ça crée une mauvaise ambiance, quoi. Donc, Voilà. Merci Sandrine et Marc pour ces précisions. Néanmoins, merci d'être venus. Ça a l'air d'être bien parti. On a tous un petit peu peur avec les conditions sanitaires. Pourtant, on s'est donné à 200% pour toute l'équipe, principalement Florian et Emeline, mais tout le monde dans l'équipe a été mis à contribution pour cet événement qu'on espère vraiment être une réussite. Donc, grâce à vous aussi, ça sera la suite. Elle va être un peu dans vos mains, hein, puisque vous êtes tous directement concernés le soir du 8. Mais comme vous le voyez, c'est quand même une réussite déjà en termes de quantitativement le nombre de gens qui participent. C'est tout à fait ce qu'on aime. On est vraiment, et l'école est vraiment fière de ce qui a été jusqu'à présent, en tout cas en termes de com et de participation engagée. Donc, un immense merci à Florian aussi et à Emeline. Et toute l'équipe qui est derrière aussi, hein, parce qu'on s'est réparti les 21 événements. Donc, merci à tous. Si d'ici le 8, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à contacter votre référente alumni ou moi-même. Hein, on est là vraiment pour vous aider. Et puis, on vous et sur la stratégie de l'école et sur ces sujets-là, Ouais. n'hésitez pas aussi à me contacter directement. Alors, je ne suis pas toujours le plus rigoureux pour répondre à mes mails, mais n'hésitez pas parce que c'est des sujets importants en fait. Hein. Donc, si on peut clarifier les trucs, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. C'est facile, un thiolier@2n-lyon.com. THIO2LIER. Bon, bah cool. Bah, merci à tous. Cool, merci à tous. Ouais, merci beaucoup. Hein. Et puis bon événement. Ouais. Et à très bientôt. Bon événement. Tu vas nous relayer toutes ces photos, Emeline, hein, Bah oui, mais oui, moi j'ai hâte de voir tout ça. Avec le hashtag. Ouais. Merci beaucoup à tous pour votre participation, votre présence aujourd'hui et pour votre implication. Et donc à votre disposition pour les dernières questions si vous en avez. Surtout, n'hésitez pas.